Souvent critiqués mais omniprésents dans notre vie digitale, les influenceurs font parler d'eux. On parle souvent de leur légitimité, de leur crédibilité, parfois même de l'influence qu'ils peuvent réellement avoir, et moins souvent, on interroge la valeur qu'ils peuvent avoir à leurs abonnés. Qu'attendent les abonnés des influenceurs? C'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, et pour ça, je suis avec Marine et Clément. Bonjour. Bonjour. Salut. Marine, tu es chargée d'études au sein de l'Institut Moai, Institut d'études du groupe The Links, et tu viens de publier une étude sur les attentes des abonnés vis-à-vis des influenceurs. C'est ça. Clément est content manager à l'agence et tu interviens sur les différentes stratégies de contenu de nos clients. Tout à fait. La première question que j'avais pour vous aujourd'hui, elle est à la fois large mais elle est importante pour cadrer, c'est quoi aujourd'hui être influenceur en 2022 ? Je te laisse commencer. Alors, ce qu'on peut dire, si on essaye de donner une définition du mot influenceur, en tout cas, ce sur quoi Clément et moi on s'est accordé, c'est de se dire qu'un influenceur aujourd'hui, c'est une personne qui, via les publications qu'il va faire, soit sur un blog, soit via les réseaux sociaux, va avoir une influence sur sa communauté. Alors après, c'est un concept qui est en pleine mutation, le concept d'influenceur, et on voit, enfin, en tout cas, moi je vois deux gros changements actuels. Le premier, c'est l'arrivée sur le marché là assez récente d'un nouveau segment d'influenceurs qu'on appelle les micro-influenceurs. Ce sont des personnes qui ont aujourd'hui des communautés qui sont assez petites, enfin en tout cas qui ont moins de 100 000 abonnés et qui donc vont proposer un contenu qu'on va appeler de niche, en tout cas assez pointu sur un sujet à leurs abonnés. Et puis le deuxième point, ça va être peut-être quelque chose qui est lié à l'explosion d'un réseau social assez récente et qui est lié à la pandémie de Covid-19, qui est TikTok, où on a, via ce réseau social, un certain segment d'influenceurs qui est assez jeune, parfois adolescent, qui va proposer du contenu qui est très lié à l'univers du divertissement. Un exemple très célèbre qu'on peut avoir, c'est Charli D'Amelio, qui est une influenceuse américaine qui publie des vidéos de danse sur TikTok. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. Et aujourd'hui, elle a 122 millions d'abonnés sur ce réseau social-là. Donc voilà, un nouveau segment qui vient d'arriver. Et je rajouterais une mutation aussi de l'influence, on va dire, du marché de l'influence marketing, en lien en fait avec une certaine porosité, avec un certain flou entre des statuts, on va dire, entre l'influenceur, des influenceurs qui s'appellent les créateurs de contenu, qui sont aussi notre approche, et les people, les personnages publics. Si je devais concrétiser un peu, en donnant des exemples, on a tous cette image de l'influenceur, on va dire, un peu stéréotypée de l'ex-candidat de télé-réalité. Ça veut dire que c'est la base de l'influence. Si je peux évoquer une Jessica Thévenin ou une Caroline Receveur, par exemple, qui vont être dans le personnage, on va dire, de l'influence de base, qui vont partager leur quotidien, qui vont être un peu sur une démarche de personal branding et qui vont intégrer des recommandations d'achat par-ci par-là, plus ou moins bien amenées. des vrais influenceurs, quoi, au sens le plus restrictif du terme. Tout à fait. Si on devait évoquer des créateurs de contenu, on pourrait partir sur actuellement l'un qui est assez en vogue, c'est Hugo Décrypte, étant donné qu'il est actuellement interview notamment les candidats de la présidence, là où on a plus un chroniqueur, analyste qui va être sur une démarche d'influence aussi, étant donné qu'il est sur les réseaux sociaux, il est sur tous les réseaux sociaux et il intègre aussi des partenariats avec différentes marques. Donc c'est là où on voit déjà une différence entre deux créneaux, et d'ailleurs un créateur de contenu n'a pas forcément volonté à se faire appeler influenceur, et c'est bien à prendre en compte pour différentes problématiques de collaboration. On y reviendra après. C'est vrai que je pense que dans les personnes que tu as citées, là, beaucoup ne se définiraient pas comme influenceurs et davantage derrière la notion de créateur de contenu. Puis en effet, tu l'as cité, que ce soit des artistes, on peut penser à des sportifs également, qui ne sont pas influenceurs, mais qui de fait deviennent influenceurs, voire en effet des personnalités somme toute communes, des micro-influenceurs, qui finissent par avoir ce titre d'influenceur presque parfois malgré eux, simplement en partageant et en créant du contenu. Je sais pas, on avait évoqué Vita comme exemple. Qui est à la base une chanteuse, tout le monde le sait, et qui aujourd'hui sur Instagram est très présente et fait de la promotion d'une marque de vêtements ou alors d'un programme sportif encore assez récemment. Effectivement, elle a investi là cet univers. Tout à fait. On voit que les people, les personnages publics, même au final, s'il y a bien un univers, c'est le hip-hop qui est aussi
on a pas mal de scandales à droite à gauche qui sont pas forcément développés aujourd'hui, mais on voit vraiment qu'il y a un flou entre ces créateurs de contenu, ces people, et on pourrait presque dire que les codes de l'influence en fait sont récupérés par tout le monde. Et c'est vrai qu'on a cité là des chanteurs, on a cité des créateurs de contenu, mais on pourrait citer presque cinéma, auteurs, humour, même dirigeants d'entreprise, journalistes. Au final, ils reprennent tous les codes de l'influence. Donc, au-delà de la caricature qu'on s'en fait, nous avons tous peut-être intégré les codes de l'influence dans notre vie digitale, pro et perso. Le point de départ, il y a quand même un dénominateur commun, parce que bien sûr qu'entre Cristiano Ronaldo d'un côté et un micro-influenceur très précis de l'autre, il y a des enjeux qui diffèrent à bien des égards, mais il y a un point commun, il y a quand même finalement la communauté. Ce qui définit un influenceur finalement, c'est avant tout d'abord les influencés, la communauté qui a la partie abonnée. C'est ça qui donne toute la place de l'influence, et c'est aussi ce qui fait tout l'intérêt de ton étude, Marine. Avant qu'on rentre dans le détail, qu'on rentre dans les résultats, est-ce que tu veux nous expliquer le cadre un petit peu de cette étude ? Ouais, alors effectivement, on a réalisé avec Moai une étude en janvier là 2022, c'est tout récent. Et en fait, comme on s'y est pris, on a découpé ça en 2 grandes étapes. La première étape, ça a été de lancer un questionnaire auprès des Français âgés de 16 ans et plus pour connaître à l'intérieur de cet échantillon de Français la part de ceux qu'on a appelés les followers réguliers, c'est-à-dire des gens qui suivent un influenceur à raison de au moins une fois par semaine. Donc le résultat, pour donner un premier chiffre, c'est qu'on a effectivement 26% des Français qui aujourd'hui sont des followers réguliers. Et puis une fois qu'on les avait repérés, ces followers réguliers, on leur a adressé un questionnaire bien spécifique pour comprendre quel était leur comportement en matière d'influence qu'ils suivaient, etc. Et puis quel impact les influenceurs qu'ils suivent peuvent avoir sur leur comportement d'achat demain. Ouais, c'est vraiment le cadre de cette étude, d'où l'intérêt de le faire en 2 temps. C'est vraiment les abonnés, donc on cadre ici seulement sur des personnes, des followers réguliers. On va parler d'abonnés, mais c'est bien ceux-là qui nous intéressent. Et donc, quelles ont été les attentes, quels ont été les résultats de l'étude ? Alors, le premier enseignement de l'étude, ou en tout cas, c'est vraiment un enseignement clé, c'est la perception que les followers réguliers ont de ceux qu'on a commencé à appeler tout à l'heure les micro-influenceurs. On a une perception qui est très différente entre un micro et un macro-influenceur. Pourquoi ? Parce que les followers réguliers vont beaucoup plus s'identifier en fait aux micro-influenceurs. Ils vont les considérer comme plus authentiques dans leur contenu, plus naturel, plus accessible. On avait des questions ouvertes dans l'étude et par exemple on a eu en verbatim un micro-influenceur, il répond à mes messages privés par exemple sur Instagram, ce qui est forcément pas le cas d'un macro puisqu'ils ont des communautés beaucoup plus grandes. Et cette perception différente, ou en tout cas ce sentiment d'être plus proche des micro-influenceurs, ça va avoir une vraie incidence. Enfin, on voit une incidence nette sur la manière dont ils sont perçus. Par exemple, l'attachement à l'influenceur est différent. On a posé une question qui était est-ce que vous considérez votre influenceur préféré comme un membre de votre famille ou un ami ? Et effectivement, ce chiffre est beaucoup plus élevé quand on est sur le micro-influenceur préféré versus le macro. L'attachement est vraiment plus fort. Et puis, cette différence entre micro et macro, elle est aussi visible dans les comportements d'achat. Par exemple, les followers réguliers vont avoir beaucoup plus tendance à suivre un micro-influenceur qui va leur dire « Eh bien, n'achetez pas tel produit, telle marque, tel service », voire vont même déconseiller à leur propre entourage d'acheter une marque ou un produit parce que leur petit influenceur, micro-influenceur préféré, leur aura dit de ne pas le faire. Ils vont répercuter ce genre de conseils. Ouais, donc tu as une proximité qui est plus forte, mais aussi finalement un pouvoir d'influence ou en tout cas de recommandation qui paraît plus important pour micro. Est-ce que tu peux me redire micro, c'est à partir, donc c'est combien c'est d'abonnés ? C'est des communautés qui font moins de 100 000 abonnés. Ok, ouais, c'est ça. Après, ça permet vraiment d'avoir encore un lien de proximité avec la communauté. Un minimum une interaction qui peut être directe via, les DM sur Instagram, c'est vraiment le bon exemple de ça. Et puis après, pour répondre à ta question, peut-être en une deuxième partie sur les attentes vis-à-vis des influenceurs, on a 2 choses. Le premier, c'est, on voit bien que les followers réguliers, ils attendent de la part de leurs influenceurs un vrai bénéfice contenu. C'est-à-dire que dans ce qu'ils voient, dans ce qui est publié tous les jours, ils attendent alors forcément du divertissement, de passer un bon moment, mais ils attendent aussi d'apprendre des choses, d'avoir soit un apport de connaissances, soit d'avoir des bons plans, d'avoir des conseils, d'avoir des astuces dans leur vie quotidienne, ou alors des codes classiques qui vont te permettre d'avoir une réduction de prix.
Et puis le dernier point qui est aussi très attendu en termes de contenu, c'est un ancrage dans la vraie vie. C'est-à-dire que finalement, on a une part beaucoup plus élevée de followers réguliers qui attendent de pouvoir s'identifier aux influenceurs qu'ils suivent, plutôt que ce côté rêve. Alors bien sûr, on le retrouve, ce côté j'adore voir des super plages paradisiaques, etc., etc. Mais on sent que la demande, elle est vraiment plus sur, ok, quand je le vois sur les réseaux, j'aimerais me dire que moi, je peux avoir la même vie que cette personne-là. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, on les a interrogés sur est-ce que demain, ils aimeraient avoir un accompagnement sur des sujets assez précis de la part des influenceurs qu'ils suivent. Et en fait, on s'est rendu compte que oui, il y a des différences qui sont forcément là suivant les tranches d'âge, parce que t'as pas forcément les mêmes centres d'intérêt quand t'as 16 ans que quand on a 50, ce qui paraît logique. Et en fait, tu vas avoir des followers réguliers qui vont avoir entre 16 et 29 ans, par exemple, qui vont attendre que les influenceurs qu'ils suivent leur apportent des conseils pour mieux connaître la provenance des vêtements qu'ils achètent, par exemple. Ça, c'est un sujet qui est, selon eux, pas encore très investi par le monde de l'influence, et pourtant, il y a une vraie attente là-dessus. Quand on prend une tranche qui est peut-être un peu plus âgée, les 30-44 ans, eux, ils vont attendre des conseils pour mieux choisir une voiture, par exemple, ou mieux choisir une complémentaire santé. Ça, c'est une vraie attente qui existe aujourd'hui et qui n'est pas couverte. Il y a encore des manques dans l'influence. Là, on peut se dire qu'il y a trop de contenu, qu'il peut y avoir trop de choses. Il y a encore des places à prendre. En tout cas, il y a une volonté d'être accompagné. Oui, tu es sur des sujets qui sont... sur des sujets qui sont encore pas si investis. Il y a peut-être un certain secteur, au final, on parle beaucoup d'influence autour de lifestyle, de ce stéréotype un peu encore de la beauté, la mode, etc. Clairement, conseiller une mutuelle, c'est peut-être pas ce qu'on retrouve souvent. Alors maintenant, il est intéressant de constater que ces attentes sont assez, on va dire, intéressante dans le point de vue où la recommandation, elle va au-delà de ça. On est sur une partie une volonté d'optimiser, de choisir, vraiment de conseils. Donc les abonnés attendent un éclairage. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on va se demander au final si ce fameux meilleur ami virtuel, il est certes crédible, mais est-ce qu'il est légitime, étant donné qu'on est sur quand même des recommandations assez fortes. Quand tu parles d'une voiture, d'une mutuelle, c'est des choses qu'on demande à nos amis. Mais est-ce que le meilleur ami virtuel que l'on a sur Instagram est adapté à ça? Et c'est là où, certes, le pouvoir de recommandation des influenceurs, il est plus à remettre en cause, hein, il est clair et net. Mais on revient sur des problématiques qui sont plus proches des contenus. On n'est plus sur des recommandations liées à de la promotion, mais liées à de l'information. Et c'est là où ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, des influenceurs assez classiques, pour gagner cette légitimité, vu qu'ils sont crédibles mais pas forcément légitimes, ils vont plus vers des problématiques de contenu et donc vers des volontés de créer du contenu. Et donc, on devient peut-être de tous influenceurs à tous créateurs. À voir. C'est peut-être une évolution, en tout cas, qui se dessine. C'est vrai qu'il y a un point commun là-dedans, que ce soit la traçabilité des vêtements pour les plus jeunes ou les parcours d'assurance ou de voiture, c'est quand même des sujets qui peuvent être presque parfois très compliqués. Déjà, il y a un niveau de complexité qui est important. C'est hyper complexe, oui. Le besoin un petit peu d'information et voire même parfois presque un petit peu, peut-être pas intime, mais en tout cas sur lequel on a besoin normalement d'utiliser le bouche à oreille et où seulement des influenceurs avec une certaine proximité, donc peut-être plus des micro-influenceurs si on suit les résultats de ton étude, Marine, seraient légitimes sur ces questions-là. Qu'est-ce que ça peut induire pour les marques maintenant? Voilà, c'est qu'on a compris un petit peu plus les attentes pour les abonnés. Comment les marques peuvent se positionner? Donc elles aussi, elles se retrouvent à devoir créer du contenu. Est-ce qu'elles doivent s'appuyer sur ces influenceurs? Alors, moi, je peux répondre avec un chiffre. Parce qu'effectivement, c'est aussi un point qu'on a abordé dans l'étude. La donnée qu'on en ressort, c'est qu'on a aujourd'hui 48% des followers réguliers qui attendent que les marques s'adressent à eux au travers de partenariats avec des influenceurs. Ce qui est un chiffre qui est quand même tout à fait notable. On est presque 1 sur 2. Alors, bien évidemment, on va avoir des différences en termes de marques attendues par âge. C'était le cas tout à l'heure, je suppose que vous me voyez venir aussi. Sur les plus jeunes, des 16-29, ils vont attendre assez classiquement des marques de vêtements, des marques de beauté, des marques de chaussures plutôt. Quand on va avancer un tout petit peu dans l'âge sur les 30-44 ans, ils vont plutôt attendre des marques de bricolage, de jardinage ou alors des marques de jouets pour enfants aussi. C'est logique, hein, ça va avec l'évolution juste de la vie où on commence à avoir des enfants et donc on a des problématiques à côté qui évoluent. Sur les 45-59 ans, il y a
vraiment un univers qui se dessine, enfin en tout cas un univers de marque qui est très attendu, c'est les banques. Et puis sur les derniers, les plus âgés, mais qui suivent des influenceurs malgré tout, c'est les 60 ans et plus, on va retrouver des grosses attentes vis-à-vis des marques de bricolage, de jardinage ou d'électroménager aussi, par exemple. C'est intéressant de voir que tout le monde a des attentes au final. Mais moi, si je voulais répondre à ta question, je vais essayer de prendre un poil de recul. Il se trouve que l'influence marketing aujourd'hui évolue vraiment beaucoup. On était dans un premier temps ce qu'on appelait une économie de la passion, ce qu'on évoque encore, hein, mais aujourd'hui, donc, les influenceurs ont tendance à passer par des plateformes, quoi, YouTube, Instagram, etc., à poster des contenus et avoir un revenu parce qu'ils le monétisent. Et donc, il y a un certain revenu qui va être lié en fait à leur consommation. On va dire que généralement c'est 1000 vues, 1 euro. C'est un gros. Je pourrais peut-être me faire taper sur les mains vis-à-vis des différentes agences influenceurs parce que ça évolue beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que on est sur une transition. On parle de plus en plus d'économie des créateurs. Donc la créateur économie, notamment parce que de nouveaux outils vont permettre à ces créateurs de contenu de récupérer leur propre contenu. Je m'explique. Aujourd'hui, nous avons des outils comme Patreon ou Tipeee. En France, c'est un peu plus un réseau, on va dire une plateforme un peu plus connue, qui est une plateforme de mécénat, qui met directement en relation en fait la communauté et l'influenceur ou le créateur de contenu. Les deux termes sont encore adaptés. Mais on peut aussi évoquer donc Substack pour les créateurs de newsletters, même tout simplement Twitch, hein, et pour d'autres contenus OnlyFans, qui sont un peu les premiers qui ont lancé ça quand même. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, mais finalement, au-delà des sujets un peu controversés, il y a quand même une plateforme, ou en tout cas un moyen d'avoir du contenu premium qui s'est imposé sur différentes plateformes et qui restera, lui, pour le coup. Ouais, tout à fait. C'est exactement la base. Tu as dit le contenu premium. C'est exactement en fait comment ces créateurs de contenu ont vu aussi un bénéfice. Hein. Ouais, c'est pécunier, hein, clairement. Un YouTube va prendre 50% quasiment de la marge faite par un créateur de contenu, là où une plateforme comme Patreon, c'est 20 à 15%. Donc forcément, ils s'y retrouvent aussi. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont en direct en relation en fait avec leur communauté et ils ne passent plus par une plateforme. Moi, je sais que sur Patreon, je suis par exemple le règlement, une page, un créateur de contenu autour du hip-hop, et on peut voir que l'abonnement, en fonction de l'abonnement qu'on l'on donne mensuellement, on va avoir un petit add-on en fait à notre abonnement, bien sûr des éléments exclusifs, et plus vous donnez forcément plus vous avez des trucs intéressants. Donc c'est quelque chose qui révolutionne et qui est en cours de révolution dans le monde de l'influence, et on peut voir que les marques, il va falloir qu'elles s'adaptent à ça. Je veux dire par là que de plus en plus de créateurs de contenu, je vais garder ce terme-là parce que je pense qu'à terme, on parlera de moins en moins d'influenceurs, étant donné qu'on aura moins en moins d'influenceurs qui font de la simple placement de produits. On va aller de plus en plus vers de la co-création, de la collaboration. Et c'est là où les marques doivent réfléchir dès aujourd'hui à comment intégrer cette co-création dans leur façon de travailler. Et il y a peut-être aussi quelque chose à aborder, c'est comment intégrer cette création de contenu en interne avec ses employés. Au final, on peut aujourd'hui prendre l'exemple de Cultura, une marque qu'on connaît assez bien, qui aujourd'hui met en place un peu comme tout vendeur, hein, un vendeur qui va être spécialisé de son domaine. Vous allez dans le rayon manga, vous avez un vendeur, conseil vendeur, qui va vous conseiller les meilleurs mangas du moment. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont aller au-delà de ça. Ils vont amener ce conseiller à faire des vidéos tutos, à faire des coups de cœur sur le site, à créer du contenu en tant que spécialiste manga Cultura. Et donc, nous avons une vraie légitimité autour de cette influence créée par la marque et qui va servir aussi l'individu. Donc, tout le monde est gagnant, win-win. Et peut-être que c'est une manière de penser l'influence de manière un peu plus éthique. Et c'est, j'espère, vers quoi, en tout cas, elle se tourne. Et c'est finalement, on renverse un peu les choses là où les marques faisaient un partenariat et continueront sans doute de faire des partenariats avec des influenceurs. Elles abritent ici davantage des influenceurs, voire leurs salariés. Finalement, c'est bien ça, hein, dans le cas de Cultura. Oui, c'est ça. Et est-ce que c'est pas un peu ce qu'on fait à QV quand on y pense ? Au final, nous sommes aussi amenés à mettre en avant nos expertises. C'est des choses que nous sommes tous un peu, porteurs de notre expertise. Ça peut être intéressant aussi à mettre en avant pour de futurs clients. Il y a un truc très, très méta dans ce qu'on est en train de faire. Tout à fait. C'est très, très, très perturbant, ouais. Mais c'est bien vrai. On commence à y voir un petit peu plus clair sur les attentes des abonnés vis-à-vis des influenceurs, un peu plus clair également sur les potentiels partenariats que peuvent faire des marques avec des influenceurs dans le futur. Et il y a peut-être un truc très méta dans ce qu'on est en train de faire. Il y a un truc très, très perturbant, ouais. Mais c'est bien vrai. On commence à y voir un petit peu plus clair sur les attentes des abonnés vis-à-vis des influenceurs, un peu plus clair également sur les potentiels partenariats que peuvent faire des marques avec des influenceurs
Dernier point, cette fameuse étude, donc, où est-ce qu'on peut se la procurer, Marine ? Alors, aujourd'hui, sur le site internet de Moaï, on a sorti une infographie qui reprend l'essentiel des résultats qu'on a pu présenter lors du premier webinaire. Merci Marine, merci Clément. Merci à toi. Merci Thomas. Merci à vous également d'avoir suivi cet échange. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du V sur notre site sur thelinks.fr. Merci.